Voilà, on vient de voir ce reportage avec ces témoignages très émouvants. Maître Novakovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de deux de ces jeunes que l'on vient de voir dans ce reportage. La question qu'on se pose après avoir vu ces images et surtout après les avoir entendues, c'est comment un jour va-t-on pouvoir réparer ce qui leur est arrivé? Une réparation morale, je dirais jamais. Une réparation financière, c'est possible, bien sûr. On peut toujours saisir la commission de réparation des condamnations pénales. On peut toujours saisir le premier président de la Cour d'appel pour solliciter la réparation de la détention provisoire. Mais on ne pourra jamais indemniser ce grand préjudice moral qu'est l'incarcération et l'accusation calomnieuse qu'a pu constituer cette accusation de viol. On peut presque dire qu'ils ont eu de la chance malgré tout, parce qu'en première instance, ils avaient été condamnés, ils avaient été reconnus coupables. Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir autant de différences entre une instance et l'autre? C'est tout le mystère des assises. Oui, mais c'est une roulette russe alors? Absolument. C'est terrible de dire ça. Attendez, vous ne pouvez pas dire que la justice aujourd'hui en France est une roulette russe. Je dirais que la cour d'assises, il y a cet inconnu, effectivement. Une inconnue, c'est la façon dont se déroule le procès, la façon dont on défend un client, la façon dont le client se comporte, la façon dont la partie civile se comporte, la façon dont se déroulent les débats. Mais ça fait froid dans le dos, ça. Ça fait froid dans le dos, parce qu'on se dit si on est mal défendu, si on n'a pas un bon avocat, parfois même peut-être se dire si on n'a pas assez d'argent pour payer un bon avocat, à ce moment-là on sera reconnu coupable alors qu'on ne l'est pas. Disons que je peux simplement affirmer que tout dépend des témoignages, tout dépend effectivement de la façon dont se déroule le procès. On ne peut pas savoir à l'avance si une personne sera ou non acquittée lors d'un procès. Est-ce que ceux qui étaient des ados à l'époque où ils ont été attaqués aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que leur vie est brisée? Leur vie est brisée. J'ai véritablement l'impression que ces jeunes gens ne s'en remettront jamais. Il existe chez eux une grande souffrance. Il demeure chez eux une sorte d'angoisse du futur et d'angoisse du passé. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se remémorer le passé, de vivre ce regard des autres, le regard de ces gens qui leur disaient, voilà, vous êtes des violeurs. Ils étaient considérés comme des violeurs à part entière pendant 5 ans. 5 ans, c'est très long. Est-ce qu'aujourd'hui, cette femme qui les a accusés, est-ce qu'elle va passer en justice? Est-ce qu'elle va être condamnée? Parce que c'est très grave ce qu'elle a fait. Alors, il existe ce qu'on appelle une procédure en dénonciation calomnieuse. C'est vrai qu'on peut parfaitement faire un procès, engager un procès pour la faire condamner au paiement de dommages et intérêts. C'est quoi? Ça peut être de quel ordre? Peu importe, disons que les magistrats peuvent donner entre 10 000 et 100 000 euros, pourquoi pas? Mais c'est pas grand-chose par rapport au préjudice. Mais c'est pas grand-chose. En revanche, elle ne risque pas de prison. Elle ne risque pas de prison. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui accuser quelqu'un de viol, que cette personne soit condamnée en première instance, et nous, au final, voilà, on fait un chèque de 10 000 euros et c'est fini? Il est vrai que malheureusement, les condamnations concernant les dénonciations calomnieuses ne sont pas assez, je dirais, fortes. On devrait aujourd'hui condamner plus sévèrement les personnes qui accusent de façon calomnieuse. Je pense qu'elles seraient à ce moment-là peut-être plus hésitantes à accuser de façon calomnieuse une personne. Mais on se dit quand même qu'il y a un problème là dans la justice, non? Il y a une vraie difficulté et c'est la raison pour laquelle je défends les erreurs judiciaires. Merci beaucoup. Merci.